se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ma foi pas banale. L'an dernier, début septembre il me semble, je vous avais sorti déjà une vidéo sur la nouvelle vague française, sauf qu'en fait, d'après moi, la qualité déjà était assez déplorable au niveau de l'image, au niveau du son, puisque maintenant j'ai mon micro. Je n'abordais pas le sujet, je l'abordais que superficiellement. Et pour moi c'est un sujet qui est assez énorme dans l'histoire du cinéma. Voilà, j'avais envie de quelque chose de complet. Et je m'étais dit bah tu peux peut-être sortir d'autres vidéos, peut-être sur la vague italienne, voilà les différentes influences, peut-être sur des réalisateurs etc. Puis j'en avais marre de voir cette vidéo sur ma chaîne. Et du coup j'ai fait un scénario un petit peu plus conséquent. C'est pas une vidéo qui va être très longue d'après moi, mais j'ai rajouté quand même quelques trucs qui pour moi manquaient à la première vidéo. Et si vraiment vous voyez encore des éléments à peaufiner, n'hésitez pas à me donner toutes les informations en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir vous faire d'autres vidéos sur le sujet qui aborderait des thèmes un petit peu plus voilà, ciblés. Je dis pas que j'aborderai tout, j'ai pas la science infuse non plus, j'ai fait un maximum de recherches. J'ai eu un cours cette année qui m'a permis voilà, d'étoffer un peu le sujet. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. On a déjà parlé du cinéma confronté à l'événement de la guerre. Pendant l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, les films américains ne sont pas autorisés dans les salles françaises. Et ce n'est qu'après la libération que le cinéma américain va arriver en France. Sauf que la libération, elle va aussi entraîner une multitude de films sur la résistance qui vont chercher à absoudre le peuple français de son comportement pendant la guerre et donc fausser ainsi les mémoires. Cette confrontation avec d'un côté le cinéma français manipulé et de l'autre la découverte du cinéma américain va mener les jeunes cinéastes à une volonté de révolution artistique. On peut repérer trois grandes périodes dans le cinéma tel qu'il est. La première étant la première partie du XXe siècle qui correspond plus à la réalisation de films pour le confort du spectateur, c'est-à-dire un cinéma transparent avec un récit compréhensible. Il faut savoir que dans le cinéma américain, ce sont les producteurs qui ont le dernier mot du final cut. Le choix du montage final appartient à celui qui paye et non pas à celui qui réalise. Et rien que dans les accords de la GATT, donc qui concernent les tarifs douaniers, donc le commerce, le cinéma est considéré comme un produit et non pas comme une œuvre culturelle. Et donc du côté français, dans cette première période du début du XXe siècle, on va chercher à ce que les films français reflètent une qualité française et donc on va surtout adapter en fait des œuvres littéraires françaises au cinéma. Et donc ce sont les dialoguistes et les auteurs de ces romans adaptés qui vont toucher des droits, mais jamais le cinéaste. Il n'est pas encore reconnu comme un auteur. Donc, dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a une deuxième période qui va correspondre à une volonté de modernité, de malmener le récit et de faire ressentir au spectateur le procédé cinématographique, le lui faire ressentir, le lui montrer. Dans les années 50, les critiques et jeunes cinéastes avaient beaucoup de choses à dire sur le cinéma, mais c'était une industrie qui était très hiérarchisée et ils se sentaient entravés. Et c'est un peu comme ça que sont nés les cahiers du cinéma. Donc je pense que vous connaissez tous cette revue qui est toujours en publication aujourd'hui. Au début de ces années 50, alors qu'il n'a même pas réalisé son premier film, Truffaut va créer une polémique en lançant la politique des auteurs, qui consiste en fait en une promotion de l'auteur de cinéma par la reconnaissance d'une mise en scène, d'un style et régie par une poétique du cinéaste. Pour lui, les cinéastes sont des littérateurs, des auteurs, donc il y a vraiment cette notion de créer qui est liée à la littérature et toute cette nouvelle notion va être menacée sous plusieurs aspects, à commencer par la tyrannie économique de production, surtout du côté des États-Unis, et puis tout autour de la pression culturelle du scénario, parce qu'en fait à l'époque on finançait d'abord un scénario plus qu'un film en fait. On choisissait de produire pour le scénario. Et là, comme je vous l'ai dit, le récit va être malmené, parfois très flou, puisque ce qu'on veut faire ressentir, c'est le cinéma. C'est en 1957 que le terme de nouvelle vague va être utilisé pour la première fois avec Françoise Giroud, qui va employer ce terme dans l'Express du 3 octobre, la nouvelle vague arrive. Parallèlement, le ministère de la Culture va être créé et on va y intégrer le cinéma qui jusqu'à présent, je vous l'ai dit, dépendait du ministère de l'Industrie, qui
c'était plus considéré comme un produit que comme une œuvre culturelle. Donc ces années 60 et la nouvelle vague vont représenter non seulement l'apparition de films d'auteur, une révolution artistique, mais également et surtout une évolution du cinéma au niveau de son statut, brisant l'académisme auquel il était conformé. Cette révolution artistique dont j'ai parlé, elle est avant tout technique. Les cinéastes condamnent l'académisme cinématographique qui privilégie une esthétique des beaux dialogues. Comme je vous l'ai dit avant, on essayait plutôt d'adapter des œuvres littéraires. Là, on va mettre en avant le procédé cinématographique en lui-même. Mais plus que tout, on ne veut plus respecter les codes du cinéma hollywoodien. Et pour illustrer ça, le critique Serge Danet va établir une différence entre le cinéma hollywoodien classique et le cinéma dit moderne. Dans le premier, on devine déjà la fin, mais on laisse durer la révélation, le suspense, et dans l'autre, c'est un cinéma qui est ouvert. Les films des cinéastes de la nouvelle vague sont différents, ils se permettent des choses qui jusqu'à présent étaient interdites. On ne fait pas un gros plan avec un grand angulaire, bon ben on va le faire. On ne fait pas de travelling à la main, bon ben on va le faire. Et ça correspondait à moi un désir de montrer que tout était permis. Tout ceci est représenté par un travail artistique révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on va, comme je l'ai dit, s'empêcher de traiter des histoires clichés irréelles, mais aussi de soigner des décors qui étaient artificiels. J'ai déjà fait une vidéo sur les effets spéciaux que je vous mets juste ici, où j'ai parlé d'ailleurs de Georges Méliès, qui avec son premier studio est à l'origine des effets spéciaux, des trucages, des jeux de lumière, des décors. Mais tous ces décors ils restent onéreux et les cinéastes des années 60 vont décider d'aller tourner dans la rue à la lumière naturelle. Donc les années 60, on est quand même une quinzaine d'années après la fin de la guerre, mais au lieu de traiter des sujets sur la guerre, sur la résistance, sur des sujets passés, ces cinéastes vont choisir de porter leur réalisation sur des problèmes actuels de leur époque. Cette approche novatrice du cinéma va également entraîner des procédés qui vont combattre le conformisme du cinéma des années précédentes. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. On retrouve donc un nouvel élan dans la société de la jeunesse née après 1928. Et plus encore, ce sont les acteurs vedettes qui sont évités avec un essor de nouveaux acteurs jusqu'à présent inconnus, au visage dont les imperfections font en fait tout le charme. Et donc ce sont tous ces films et ces acteurs qui vont emblématiser cette société. Cependant, le public commence peu à peu à se lasser des films de la nouvelle vague qui n'aura qu'une courte durée d'approximativement 5 ans et qui aura une influence sur les productions cinématographiques du monde entier. En Europe de l'Est notamment, des films comme Les Innocents Charmeurs de Wajda et Le Couteau dans l'eau de Polanski reprennent les procédés novateurs de la nouvelle vague française, mais vont vite devoir faire face à la censure. Skolimowski par exemple va devoir s'expatrier après la sortie de son film Haut les mains. En Amérique latine, les répercussions de la nouvelle vague créent le cinéma novo, avec par exemple Terre en transe de Glauber Rocha. Et puis on a également des influences du côté italien avec l'utilisation de tels procédés dans le film par exemple Le bal de Ettore Scola. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo sur la nouvelle vague, qui est un mouvement qui est très marquant. J'espère que elle vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses. Moi en tout cas ça me fait plaisir de pouvoir vous la faire aujourd'hui. Si vous avez des informations complémentaires, en tous les cas n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je réponds toujours. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!